Énorme fête à la hauteur des espoirs que ces Brésiliens placent en Lula. Pascal Drouot, à la hauteur des espoirs des Brésiliens ou à la hauteur de ce qui s'est réellement passé cette nuit au Brésil? En tout cas, c'est un tournant. Lula, en effet, est élu, mais les défis sont de taille. Le premier défi, ça va être celui de retrouver les voies de l'unité de la société brésilienne et de pouvoir réinsérer le Brésil dans son environnement régional. La tâche est ardue. Vous avez entendu Lula qui, en fait, a rappelé que la priorité, elle est d'ordre économique. Et c'est vraiment ça le cœur du dispositif. C'est l'économie, c'est arriver à réduire des fractures sociales qui se sont approfondies ces dernières années. Je rappelle quand même que le Brésil est un des pays qui a été le plus touché sur le continent américain par la pandémie de la Covid-19. Avec 700 000 morts. Exactement. Des dégâts a économiques. été désastreuse aussi. Absolument. Donc c'est vrai que nous changeons d'époque. Ceci étant, Lula 2022, pour le prochain mandat, ce n'est pas le Lula des années 2000. Les années 2000, c'était les années magiques au Brésil, magiques en Amérique latine. Une croissance soutenue, des cours de matières premières extrêmement élevés, le baril du pétrole qui était à $150. Et aujourd'hui, nous sommes dans un environnement international extrêmement tendu, dans des fractures sociétales, fractures économiques. Et le défi majeur pour Lula, ça va être de retrouver peut-être les bases d'un nouveau contrat social pour rebâtir une unité. Et en fait, c'est par l'économie que ça se fera. C'est vrai, elle l'a dit, Lula, je suis moitié heureux, moitié inquiet. On sentait que cette victoire était un peu en trompe-l'œil. Oui, il n'était pas euphorique du tout, parce qu'il voit bien, en effet, que les chantiers sont colossaux, que c'est l'élection la plus serré depuis la fin de la dictature. C'est moins de 2 millions de voix d'écart sur un collège de 156 millions d'électeurs. C'est rien. Et on a un pays qui est extrêmement fracturé, avec Bolsonaro qui n'a toujours pas reconnu sa défaite. Il est parti se coucher hier à 22 heures, il paraît très tôt. Prendre la parole. Et évidemment, alors qu'il n'a cessé de dénoncer les fraudes potentielles, il y a cette crainte, évidemment, qu'il conteste à la fois peut-être devant les tribunaux, mais surtout dans la rue, cette victoire de Lula. Alors, c'est vrai que les dirigeants du monde entier ont essayé d'appuyer Lula en le félicitant immédiatement. Elle me disait concert de louanges, c'est-à-dire que tout le monde a réagi. Mais le risque n'est pas encore complètement écarté, surtout que quand même, que ce soit à la Chambre ou au Sénat, les élus de Bolsonaro sont plus nombreux que les élus du Parti des travailleurs, que pareil pour l'élection des gouverneurs. On a un pays qui n'est pas du tout acquis entièrement à la cause de Lula. On a un pays qui est plus fracturé que jamais, un peu sur le modèle américain. En allant plus loin, est-ce que c'est un pays encore gouvernable ? Est-ce que les espoirs de Lula ne sont pas vains au vu de la fracture qui a été largement entretenu par le camp Bolsonaro? Moi, je suis frappé par l'effet de miroir avec ce qui s'est passé aux États-Unis. D'abord, en effet, Bolsonaro n'a pas réagi. C'est tout à fait possible qu'ils soient en train d'étudier les failles possibles, les points faibles dans les remontées de voix, dans le transfert des résultats. Et il est possible qu'ils réagissent de manière encore combative. Mais il y a aussi une réaction à plus long terme. Le modèle de Bolsonaro, c'était Trump depuis le début. Qu'est-ce qu'a fait Trump ? Trump est devenu propriétaire du Parti républicain aux États-Unis. Sa force, c'est qu'il a toujours exploité la marque Trump, quel que soit le business, dans l'immobilier et aujourd'hui dans la politique. Bolsonaro peut tout à fait choisir cette voie et exploiter ce fonds de commerce de la moitié du corps électoral et d'une majorité dans les instances parlementaires. Donc, la démocratie brésilienne est un petit peu plus fragile peut-être que la démocratie américaine, en tout cas plus récente. Et il y a cette ombre immense que continue de projeter Bolsonaro sur Lula. En plus, je suis frappé de voir la réaction. C'est un vieux monsieur quand même, Lula, maintenant. De même que Joe Biden à Washington. Il aura du mal à incarner l'énergie, la jeunesse. On repart comme avant. C'est le tour de trop ? Ça, je ne sais pas, mais j'ajouterais une chose, c'est que derrière Bolsonaro, derrière le centrant, il y a les églises évangéliques, comme derrière Trump, et qu'elles jouent un rôle très puissant dans la population, dans le monde populaire. Là, on voyait quelqu'un qui disait que c'était formidable, le retour de Lula pour
pour les petites gens, il y a des tas de petites gens qui ne sont pas du tout persuadés de ça non plus. Donc le pays est effectivement terriblement fracturé. C'est un relais très puissant du conspirationnisme. Du conspirationnisme. Et ça, c'est un défi Ça veut dire que important. c'est de l'espoir avant tout, Lula, aujourd'hui? La volonté de pacifier, je crois que ça va être véritablement ça. Lula 2023-2027, c'est le président pacificateur. Pourquoi ? Parce que nous sortons de 4 années où le programme de Bolsonaro, c'était le BBB. Les balles, sécurité, le bœuf, l'appui à l'agro-industrie, la Bible, vous l'avez rappelé, le vote évangélique. Donc il faut sortir de cette approche-là. Lula, c'est un homme du compromis. Alors on a bien vu les réactions cette nuit de la majorité des dirigeants de la planète. De quoi s'agissait-il ? Il s'agissait de sanctuariser véritablement l'élection, la reconnaissance de Lula pour qu'il n'y ait pas de remise en cause. D'éventuels recours de son adversaire. Oui. Actuellement, nous entrons dans une période en plus de transition de 2 mois. Mais en effet, vous avez raison de le rappeler, Bolsonaro s'est implanté sur le terrain politique national, fédéral. Nous avons aujourd'hui un Brésil coupé en 2. Le nord de l'Amazonie, Amazonas, à l'est, Minas Gerais, c'est Lula. Le centre, le sud, d'ouest en est, c'est Bolsonaro. C'est Bolsonaro. Donc en effet, il va devoir, Lula, engager un compromis et peut-être que cela va passer par cette redéfinition d'un nouveau contrat social. Le compromis est possible entre ces deux personnages, entre ces deux électorats ? Ça, je ne sais pas. Je ne crois pas que Bolsonaro soit disposé au compromis. Je pense qu'il y a un acteur qu'il ne faut pas oublier, non pas parce que... Alors, je pense qu'il faut penser à l'armée, non pas comme un risque de coup d'État, mais comme une capacité de modération du côté de Bolsonaro. Parce que Bolsonaro vient du monde militaire, mais il n'a pas l'appui total, loin de là, des militaires. Et ils peuvent avoir un rôle, cette fois-ci, d'apaisant. Dans la situation brésilienne. La campagne a montré qu'ils n'étaient pas réconciliables. Les les deux leaders, ni même leurs électorats. Et en plus, le ressort du bolsonarisme, c'est quand même la division. C'est la fracture. C'est comme Trump, encore une fois. Donc, la rupture totale. Oui, non. Le pari que vous décrivez de Lula, c'est très honorable. Mais c'était le même pari pour Biden. Est-ce qu'il y a réussi 2 ans plus tard ? On en est un peu loin. C'est bien pourquoi la réponse, elle est économique. Et que le véritable enjeu pour le Brésil, c'est de jouer l'intégration régionale, c'est d'être la nouvelle force. Le Brésil, c'est quand même la première économie d'Amérique latine. Ce n'est pas rien, le Brésil. Il est membre du G20. C'est 8 millions de kilomètres carrés, 8 millions et demi. C'est un pays qui compte. Et donc, Lula sait parfaitement que l'intégration régionale, c'est une des clés de la relance économique parce que tout va passer par les résultats économiques. Pascal Draux, sur les relations maintenant du Brésil avec la Russie, on savait Bolsonaro très proche de la Russie. Lula, pareil, on se rappelle cette interview dans le Time où il parlait de Zelensky en disant qu'il faudrait mieux qu'il soit à la table des négociations. Ce n'est qu'un acteur. Ça ne va rien changer finalement. Lula, il s'inscrit sur une ligne de non-aligné quant à sa relation avec la Russie. Mais le monde a changé. Et en effet, il risque d'être pris dans cette contradiction où il faut justement prendre parti aujourd'hui. Ceci étant, le Brésil, par son rôle international, parce que les partenaires économiques de ce pays, que sont la Chine, que sont l'Union européenne, mais également les États-Unis, peut avoir un rôle de médiation. Nous verrons ce qu'il en sera dans les prochains mois. Vous parlez de l'importance de la finance. Est-ce que la finance, aujourd'hui, peut sauver le Brésil et est-ce que la finance acceptera de marcher pour Lula ? En tout cas, il y a eu un coup de maître de la part de Lula. C'est le choix de son vice-président, Geraldo Alckmin, qui a la confiance des milieux économiques. Qui est ce personnage pour celles et ceux qui nous regardent ? En effet, Lula avait un défi, c'était de ne pas être estampillé extrême gauche. Donc il a tendu la main au centre et en effet, en prenant comme alors Premier ministre, on pourrait dire vice-président si on continue la métaphore avec les États-Unis, en effet une figure du centre, ce qui permet de rassurer et de rassurer les marchés financiers qui d'ailleurs ce matin nous montrent pas. Se porte plutôt pas mal. C'est une bonne nouvelle pour le Brésil et pour son nouveau président. Avec une investiture prévue le 1er janvier, c'est ça Pascal Draux ? Absolument, tout à fait. Restez bien avec nous. Dans un instant, on repartira en Ukraine.